D'accord. Bonjour à tous. Il est 14h30. Nous commençons cette très riche séance sur les données actuelles de l'anatomie 3D, organisée et modérée par Jean-François Hull. L'Académie attache énormément d'importance à la poursuite de l'enseignement de l'anatomie, d'une façon générale pour les étudiants en médecine, mais particulièrement pour ceux qui se destinent à la chirurgie. Elle milite également beaucoup pour que l'anatomie ait une place primordiale dans les futures écoles de chirurgie. Comme la séance est très riche, nous allons très rapidement, après les deux communiqués de notre secrétaire général Hubert Joannet, commencer la séance. Hubert, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas des bonnes nouvelles puisque nous avons appris la disparition du professeur Michel Zera et nous avons reçu de la part de Christine Grappin-Dagorno, qui est présidente du CNP de chirurgie pédiatrique, la lettre suivante que je vous lis. La disparition de Michel Zera plonge tous ceux qui l'ont approché dans une très grande tristesse. Le retrouver était toujours un vrai plaisir, tant son intelligence était aiguë, son humour raffiné, sa gentillesse extrême. Au-delà des exceptionnelles qualités professionnelles qui l'ont fait connaître dans le monde entier, Michel était un homme d'une grande humanité, d'une grande humilité, d'une profonde bienveillance, ce qui est la marque des esprits supérieurs. Il était neurochirurgien et chirurgien d'enfants. À ce titre, il faisait partie de la famille de la chirurgie pédiatrique qui perd aujourd'hui un de ses plus éminents représentants. Devant ses enfants et des familles parfois durement éprouvées par une malformation, une tumeur, un handicap, il savait expliquer sans pédanterie ni outrecuidance les réalités les plus difficiles. Son contact était émouvant de bonté et d'amour d'autrui, puisse-t-il servir de modèle à tous, qu'il repose en paix. Et depuis cette lettre, nous avons reçu l'annonce du décès du professeur Pavy, P-A-V-Y, chirurgien plasticien à l'hôpital Necker, chirurgien plasticien pédiatre. Voilà, Monsieur le Président, pour les nouvelles. Merci beaucoup, Hubert. Je passe maintenant la parole à notre secrétaire annuel, Jean-Louis Béraud, qui va faire le compte-rendu de la séance précédente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance du 29 septembre était consacrée à la robotique en chirurgie digestive. Le coordinateur était Alain Valverde, qui a d'abord représenté le rapport de l'enquête AFC 2021. Dans cette enquête, 443 réponses ont été obtenues. 98% des chirurgiens avaient une connaissance de l'activité robotique, 42% la pratiquaient, dont 57% de chirurgiens généralistes. Parmi ceux qui ne la pratiquaient pas, à la question « Que pensez-vous de cette technologie ?», 75% lui trouvaient un coût trop élevé et 50% pensaient qu'elle ne s'applique pas à la chirurgie quotidienne. Lorsqu'il est demandé pour quelles raisons ils n'utilisent pas cette technologie, le coût rédhibitoire ainsi que l'absence de preuves dans la littérature sont principalement retrouvés. Pour l'avenir, ils souhaitent attendre des offres concurrentielles et le développement de la technologie. On note que 20% ne s'engagent pas dans cette activité. Ceux qui l'utilisent considèrent que c'est une plus-value pour les chirurgiens, facilitant l'acte technique, plus ergonomique, et pour les patients, suite opératoire améliorée. Les moins-values, pour eux, résident dans le temps opératoire allongé, la difficulté d'accessibilité, la gestion des équipes et la gestion technique. Les perspectives entrevues sont l'allègement du dispositif, le développement du retour de force et de la réalité augmentée. À la question « Comment atténuer le surcoût ?», sont proposées une redevance spécifique, augmenter l'utilisation, diminuer le temps opératoire. Enfin, pour améliorer la prise en charge financière, la diminution du prix par le développement de la concurrence, l'intégration progressive au GHS, un financement spécifique par l'assurance maladie. Voilà le résultat du rapport. Ensuite, on a parlé de plusieurs pathologies. Anne Mourego de Montpellier a d'abord parlé du robot dans les cancers gastriques et ésophagiens. Les avantages du mini-invasif dans l'ésophagectomie sont clairement démontrés avec un impact sur la morbidité, perte sanguine, durée moyenne de séjour, douleur, paralysie des cordes vocales, mais pas sur la survie. Il faut standardiser la technique pour l'anastomose et les curages. En ce qui concerne l'estomac, les avantages du mini-invasif sont moins nets, sauf pour les stades précoces. Notons qu'en Asie, la gastrectomie distale est désormais un standard. L'approche mini-invasive est une procédure complexe avec une courbe d'apprentissage difficile, jusqu'à une centaine de cas, et une morbidité rapportée en début d'expérience importante. La robotique, grâce à l'amélioration de la dextérité, de la vision 3D, les 4 bras, pourrait permettre d'améliorer la courbe d'apprentissage, de travailler dans des espaces confinés et de favoriser la réalisation d'anastomose manuelle. Elle augmente cependant clairement la durée et les coûts opératoires. Il est utile de mettre en place aussi une réhabilitation améliorée.
Concernant les futures applications, il faut travailler sur la standardisation de la technique, tant au niveau du curage avec une désescalade, ganglion sentinelle, et des anastomoses qu'au niveau de la voie d'abord, monotrocar, et améliorer la sécurité avec l'imagerie intégrée et l'intelligence artificielle, ainsi que pour la formation, le télémonitoring et la téléassistance. Vaste programme. Les questions, Hubert Joannet, quelle est la taille de votre communauté? Existe-t-il un registre? Ce travail a été mené en collaboration avec les Pays-Bas, où ces prises en charge sont réalisées dans des centres dédiés. Il faut un certain nombre de procédures pour acquérir l'expérience et obtenir des résultats solides. Philippe Bonichon, y a-t-il une réflexion dans votre institution concernant les différents types de chirurgie? Lorsqu'il y a indication chirurgicale, un essai Miro montre clairement les avantages du mini-invasif pour l'œsophage. Dans notre centre, nous avons accès au robot, nous le préférons par confort. Ensuite, Adeline Germain de Nancy a parlé de la chirurgie du côlon et du rectum. Concernant la chirurgie du côlon droit, la courbe d'apprentissage serait plus courte grâce à la robotique avec une durée opératoire qui diminuerait plus rapidement, amélioration du geste et formation plus facile avec le système de double console. La durée opératoire resterait malgré tout plus longue comparée à l'approche celluloscopique. Il n'est pas retrouvé de différence sur les pertes sanguines, complications, DMS et marge de résection, également sur le taux de survie sans récidive et le taux de survie global. L'un des avantages du robot serait de pouvoir simplifier la réalisation de l'anastomose intracorporelle à la main. L'utilisation routinière n'est pas vraiment justifiée dans cette technique. Il conviendrait d'explorer les indications spécifiques et les catégories de patients. La colectomie droite pourrait aussi représenter l'intervention idéale pour l'apprentissage de la chirurgie robotique. Concernant la chirurgie du transverse, la littérature est très pauvre. Les quelques séries montrent une durée opératoire diminuée pour l'approche robot-assistée par rapport à l'approche celluloscopique et l'absence de différence en termes de reprise du transit, de douleurs post-opératoires, de taux de complications de pertes sanguines, DMS et résultats oncologiques. Pour le côlon gauche, les séries montrent une diminution de la DMS et du taux de conversion pour la chirurgie robotique, une durée opératoire plus courte pour la célioscopie, sans différence en termes de survie globale et de survie sans récidive à 3 ans. Pour l'instant, les chirurgiens restent fidèles à la célioscopie dans le cancer du côlon gauche. Par contre, pour le rectum, c'est plus complexe. Lorsque l'on cherche à définir l'abord spécifique de la robotique par rapport aux autres techniques pour la chirurgie du rectum, les données de la littérature montrent qu'il n'a pas été mis en évidence de diminution du taux de conversion par rapport à la célioscopie. Sur la durée d'hospitalisation, elle fait mieux que la laparotomie, mais il n'y a pas de différence notable par rapport à la laparoscopie. Concernant les marges distales, l'abord par voie transanale ferait mieux que le robot. Le robot semble pouvoir la diminuer à durée opératoire. Reste le problème du coût du bloc qui reste plus élevé. Les perspectives sont les futurs essais. La difficulté de la chirurgie est son évaluation objective qui est multifactorielle. Et lorsque l'on compare deux techniques, on peut se demander si le chirurgien peut être aussi efficient pour chaque acte technique au même moment. Enfin, reste le problème des choix des patients. Les différences techniques sont plus marquées en fonction de la difficulté. Un essai prospectif observationnel européen est mis en place pour comparer la voie ouverte, la laparoscopie, le robot et la voie transanale chez des patients à haut risque opératoire. Chaque centre choisit son bras de randomisation. Il est demandé une expérience de 30 cas. À suivre. Question François Richard, un commentaire. En urologie, les durées opératoires augmentent au début, mais ont diminué très nettement, de facteur 2 à 3. On revient aux limites des études randomisées. Elles ne répondent jamais à l'ensemble des critères, comme les coûts globaux, par exemple. Ce sont des arguments clairs montrant la nécessité de développer les registres pour ces pratiques robotiques. Jean-Claude Coufinal, commentaire. Ce qui est formidable, c'est que cette réflexion pour analyser la robotique permet de se poser les questions essentielles sur l'évaluation de la chirurgie elle-même. C'est un univers de qualité, d'évaluation, on change sur le plan culturel. Faut-il que les patients aillent systématiquement dans les centres spécialisés? L'évolution fera que peut-être tous les services, toutes les chirurgies seront robotiques. Les problèmes ont été la présence d'un seul instrument ayant monopolisé le marché et l'absence de formation initiale bien structurée. Un message, il ne faut pas créer deux catégories de chirurgiens avec une chirurgie à deux vitesses. Hubert Joannet, on a l'impression que dans les voies mini-invasives, c'est lorsque le champ opératoire est étroit que le robot montre son avantage. C'était ce qui était reproché au départ, la difficulté de déplacer le robot. Désormais, ce n'est plus le cas, les installations sont en train d'être standardisées et permettent de conserver la même position. Adeline Germain, ensuite, a parlé de la chirurgie du foie et du pancréas. Concernant le foie, il y a un frein scientifique, les preuves étant de faible qualité, et également un frein technique avec l'absence d'instruments robotiques pour la dissection du parenchyme et la crainte d'être à distance en cas d'hémorragie péropératoire, avec un retard. Les études comparant hépatectomie robotique versus laparotomie montrent des résultats oncologiques équivalents, une durée moindre pour la laparotomie, une réduction des douleurs post-opératoires, de la morbidité, de la DMS pour l'approche robotique. Lorsqu'elle est comparée à la laparoscopie, il n'est pas montré de différence concernant le taux de conversion, le taux de R0 et la survie globale sans récidive.
La laparoscopie présente une réduction de la durée opératoire et des pertes sanguines. Par contre, dans le cas des hépatectomies majeures, ces différences ne sont pas retrouvées et cette fois, l'approche robotique permet une diminution de la morbidité globale. Pour ce qui est du pancréas, un essai, Léopard 2018, comparant laparotomie et laparoscopie, a été interrompu prématurément en raison d'un taux élevé de morbidité et de mortalité qui est à l'origine d'une suspicion persistante en France concernant la chirurgie pancréatique mini-invasive qui est souvent considérée comme dangereuse ou de mauvaise qualité oncologique. Les études comparatives de DPC robotique montrent que la chirurgie robotique n'est pas inférieure aux autres approches chirurgicales en termes de sécurité et de résultats oncologiques. Elle semble supérieure en termes de pertes sanguines, opératoire et de durée de séjour. Il est recommandé d'être déjà rompu à la technique de DPC ouverte avant d'évoluer, être par ailleurs bien à l'aise en laparoscopie. Il y a nécessité d'une standardisation de la procédure. Olivier Oberlin et Jean-Pierre Cossat, ensuite, ont parlé de la paroi. Depuis 2017, la cure de hernie de laine est l'intervention la plus réalisée au monde sous robot, malgré l'absence d'avantages et le coût supérieur. Ceci s'explique par le fait que la robotique permet de franchir le pas du mini-invasif. En effet, la célioscopie est désormais le gold standard dans cette indication, alors qu'elle présente, par rapport aux techniques traditionnelles, une difficulté technique et des complications potentielles qui ne facilitent pas son adoption. En ce qui concerne les hernies ventrales, la problématique est différente. On attendait des avantages importants puisque la fermeture de la déhiscence était rendue difficile avec les instruments tangentiels. Par ailleurs, la possibilité de réaliser des sutures plutôt que des agrafages aurait permis de diminuer les douleurs. Ce n'est pas le cas, en fait. Durée et coût supérieurs pour la robotique et aucun bénéfice sur la douleur. Par contre, dans le cas des hernies de la ligne médiane, la robotique permet le retour à une implantation prothétique rétromusculaire. Plusieurs techniques sont détaillées. Ces techniques permettant, grâce au robot, de pouvoir mettre une prothèse en rétromusculaire et non pas en intrapéritonéale. Une étude comparative non randomisée débute pour analyser la douleur à J1. L'étude compare laparoscopie, c'est-à-dire la prothèse par laparoscopie intrapéritonéale et la prothèse sous robot extrapéritonéale, positionnement rétromusculaire. Question, Jean-Pierre Cossat, un commentaire. Le robot a été un outil de vulgarisation et de diffusion de la technique mini-invasive aux États-Unis et un outil d'évolution avec la reconquête de l'espace rétromusculaire. C'est très important. François Richard, commentaire, il est étonnant de constater que désormais les chirurgiens s'occupent à ce point du problème de coût qui n'était pas considéré auparavant. Ce problème est particulièrement avancé par ceux qui ne veulent pas modifier leurs habitudes car on sait que la multiplication de ces actes permettra de réduire les coûts. Avant-dernière communication, Pierre Blanc, chirurgie robotique bariatrique. Sur les 28 000 interventions pour obésité réalisées en 2019, obésité morbide, 4% ont été réalisées avec le robot assistance, essentiellement des bypass. La littérature est très hétérogène, avec seulement des petites séries monocentriques non randomisées. La robot-assistance est une célioscopie hyper sophistiquée. Les techniques et complications sont les mêmes. Le confort est cependant meilleur. Lutte contre les troubles musculo-squelettiques que présentent 80% des chirurgiens qui pratiquent cette chirurgie. Le patient obèse est difficile à opérer. On sait que la célioscopie est plus adaptée que la laparotomie. Or, la particularité de ces patients est l'épaisseur de la paroi, qui entraîne une difficulté à manipuler les instruments, d'où l'intérêt de la robotique, que ce soit pour la maniabilité péropératoire ou pour la réduction des douleurs pariétales post-opératoires. On note par ailleurs une amélioration de la communication au bloc opératoire par la nécessité d'échanger en continu. Une étude randomisée française a été proposée pour l'évaluation du bypass, refusée pour le moment. La robotique n'est pas une révolution, mais une évolution. Question, Philippe Marr. Est-ce que l'utilisation plus importante du robot dans les différentes spécialités aux États-Unis n'est pas liée au fait que les assurances mettent en avant son utilisation pour une question de précision? C'est ce que l'on retrouve dans les articles. Le robot est remboursé car il présente moins de saignements, moins de complications. François Richard, commentaire, c'est essentiel car on n'insiste pas assez sur le fait que les douleurs diminuent, que la DMS diminue. Or, comme à chaque fois dans les études randomisées, pour des raisons méthodologiques qui se comprennent tout à fait, on ne répond qu'à une question précise et on ne mesure pas d'autres effets favorables du robot. Hubert Johannet, commentaire, une différence notable est le comparatif utilisé, car aux États-Unis, on compare robotique et laparotomie, tandis qu'en France, on compare avec la célioscopie. Conclusion par Alain Valverde. Réalité et futur. Les recommandations sont plus ou moins avancées selon le type d'intervention. Pour résumer, on peut classer l'avenir de la robotique selon les axes chirurgicaux en 3 catégories. Avenir qui semble assuré, chirurgie colorectale, chirurgie pariétale. Avenir à confirmer, chirurgie bariatrique, statique pelvienne, chirurgie ésophagique et hépatique. Avenir plus incertain, chirurgie pancréatique, en particulier la DPC.
L'EBM, l'évidence-based médecine, implique la rationalisation d'une spécialité éminemment artistique, entre guillemets, qui est la chirurgie. Le fait même d'analyser un acte technique comprend un biais méthodologique vis-à-vis de l'efficience et de l'efficacité rapportées au sein de chaque équipe. En dehors de la statistique, il existe des enjeux non scientifiques, financiers, interdits légaux et éthiques, fraude. Par ailleurs, le choix du traitement implique le patient, la société, mais aussi le pouvoir. L'EBM ne peut pas être la seule injonction. De ce fait, on a pu assister dans les années passées à une révision de nombreuses recommandations dans beaucoup de domaines. Le coût est le problème récurrent, mais de quel coût parle-t-on ? Direct, consommable, matériel, maintenance, médicale, ou indirect, transfusion, hospitalisation, réhabilitation sociale et professionnelle. L'équipe de Montpellier a par exemple montré qu'avec des chirurgiens bien formés aux robots et l'usage de la réhabilitation rapide, on parvenait à des coûts globaux moins importants. En 2020, le marché de la robotique médicale dans le monde représente 8 milliards d'euros. Il est prévu qu'il augmente à 28 milliards en 2026. La robotique rendant plus facile la cystoscopie du fait notamment de la vision 3D, elle va se développer en raison de l'essor de la chirurgie mini-invasive. L'avenir sera à la miniaturisation, à l'assistance endoscopique, la co-manipulation, la robotique microscopique et l'assistance 3D. Quelques remarques, Philippe Bonichon, commentaire, il faut aller au bout du raisonnement, qu'un logiciel puisse être programmé et qu'il fasse l'intervention. Jean-Pierre Rosenbaum, concernant le coût, il est à mettre en balance avec le service rendu. Ce dernier va augmenter au fur et à mesure de l'amélioration technologique et inversement, le coût va diminuer du fait de la multiplication des cas, de la concurrence et d'une diminution du prix des matériaux. François Richard, commentaire et conclusion. La robotisation complète sera possible dès lors que l'imagerie permettra de distinguer tous les éléments anatomiques. Le problème à l'heure actuelle ne concerne ni les vaisseaux ni les organes, mais les éléments neurologiques qui ne sont pas bien vus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis.